Il y a un moment qu'en passant sur cette toute petite route, je m'étais dit qu'un jour, il faudrait que je m'arrête. Et j'espère que mon 35 donne un peu cette impression. Là, c'est le château du Coudray-Montpensier, un parc clos comme très souvent. Et il y a ce mur qui semble infini. Donc c'est là où on n'a pas le droit d'aller. Et puis de l'autre côté, cette terre là qui, juste là en septembre, est presque noire. Ça vient d'être labouré. Moi, j'enfonce un petit peu, mais cette sensation de terre, elle est favorable. On est dans un lieu-dit qui s'appelle Les Tombes. J'ai jamais su encore l'étymologie. C'est une ferme qui est là. Je pensais même y aller parce qu'il y a un hangar qui un petit peu donne sur ce coteau une impression suspendue, mais il y a des artisans, des travaux, ça fait du bruit. Et juste au fond, là, peut-être même vous l'apercevez avec mon objectif 35, c'est la Devinière, le village de Seuilly, et donc on est en plein cœur du territoire Rabelais. Je voulais entrer dans quelque chose. Rabelais, c'est lourd parce que c'est paillard. On pourrait avoir un Rabelais walk en enlevant les scènes de lourde domination masculine. C'est pas un problème forcément simple, c'est-à-dire que c'est logique là, qui sont les siennes dans le rapport homme-femme. C'est sûr qu'en 25 ans ou même en 10 ans, on a plus contribué à le basculer que ce qu'il avait pu le faire dans les 400 ou 500 ans précédents, voire les contes drôlatiques de Balzac. On en a parlé à Sachet. Et c'est quelque chose qui pose aussi socialement. Il y a des très belles pages de Lucien Febvre là-dessus, sur l'incroyance au XVIe siècle. Qui est le lecteur, donc celui qui raconte aux autres. Le livre, c'est pas, à l'époque de Rabelais, un objet de lecture individuelle et silencieuse. Ce sera plus tard, au temps de Louis XIV. On voit le régent, quand il va à la messe de Louis XIV, tout le monde le voit, ce qui se rigole silencieusement, et Saint-Simon dit « Oh là là, il avait pris son Rabelais au lieu du missel ». Mais au XVIe siècle, on lit pour les autres. Donc, oui, c'est très masculin, mais... plus que ça, c'est la question des moines, du clergé, c'est cet isolement stérile, et c'est de l'humour de moine. Moi, je voudrais aborder cette question-là du Rabelais paillard, du Rabelais obscène, d'une part en me disant « Ah ben, là, c'est bon, t'es dans ton champ labouré, t'as ton mur, t'es en plein pays Rabelais, eh bien... Qu'est-ce que ça fait si toi tu en lis 2 histoires ou 3 histoires paillardes parce que c'est pas... Il n'y a pas de raison de contourner. C'est comme Lovecraft avec le racisme. Tu comprends, on hérite ça dans les bras. Mais je voulais aussi l'aborder par la question des histoires imbriquées. C'est-à-dire, on développe de longs champs narratifs. Et à l'intérieur de ces champs narratifs, il y a des boucles qui ont un statut autonome. Et ce qui est d'autant plus étrange avec ces boucles, j'avais enregistré la mort de Pan, par exemple, là, dans un hélicoptère à Villeperdue. Vous le retrouverez, ça fait partie de la table des matières du quart-livre. Ces boucles imbriquées, elles ont un autre statut, c'est qu'elles passent d'auteur à auteur. On les retrouve d'un livre à l'autre, elles viennent souvent même de Plutarque, elles vont passer par Erasme, par Polyphile, l'italien. Et donc je vais lire 5 histoires brèves successives, pas forcément paillardes, mais pour souligner en quoi ces histoires paillardes prennent le statut de ces boucles imbriquées, dont voici une. Page 432 de mon livre. « Je vous en dirai, dit Pantagruel, ce que j'en ai lu parmi les apologues antiques. Physis, c'est nature. En sa première portée, enfanta beauté et harmonie, sans copulation charnelle, comme de soi-même est grandement féconde et fertile.
Antiphysie, laquelle est de tout temps partie adverse de nature, incontinent, eut envie, sus 7-8 ans beau et honorable enfantement, et au rebours enfanta amodonte et discordance par copulation de Télumon. Ils avaient la tête sphérique et ronde, entièrement, comme un ballon, non doucement comprimé des deux côtés, comme est la norme humaine. Les oreilles avaient haut enlevé, grandes comme oreilles d'âne, les œils hors la tête fichés sur des os semblables aux talons, sans sourcils, durs comme ceux des cancres, les pieds ronds comme pelotes, et les bras et mains tournés en arrière vers les épaules et cheminaient sur leur tête, continuellement faisant la roue, cul sur tête, les pieds contre mont. Et comme savaient qu'aux singesses semble leur petit singe plus beau que chose du monde, Antiphysie louait et s'efforçait prouver que la forme de ses enfants plus belle était et avenante que des enfants de Physis, disant que ainsi avoir les pieds et têtes sphériques et ainsi cheminer circulairement en roulant était la forme compétente et parfaite allure retirante à quelque portion de divinité, par laquelle les cieux et toutes choses éternelles sont ainsi contournées. Avoir les pieds en l'air, la tête en bas, était imitation du Créateur de l'univers, vu que les cheveux sont en l'homme comme racines, les jambes comme rameaux. Car les arbres plus commandément sont en terre fichés sur leurs racines que ne seraient sur leurs rameaux. Par cette démonstration, alléguant que trop mieux et plus aptement étaient ses enfants comme une arbre droite que ceux de Physis, lesquels étaient comme une arbre renversée. Quant à des bras et des mains, prouvait que plus raisonnablement étaient tournés vers les épaules, parce que cette partie du corps ne devait être sans défense, attendu que le devant était compétentement muni par les dents, desquelles la personne peut non seulement user en mâchant sans l'aide des mains, mais aussi soit défendre contre les choses nuisantes. Ainsi, par le témoignage et astipulation des bêtes brutes, tirait tous les folles et insensés en sa sentence, et était en admiration à toutes gens et cervelets, et dégarnis de bon jugement et sens commun, desquels elle engendra les matagos et les paplards, les maniaques pistolets, et les démoniaques Calvin, imposteurs de Genève, les enragés putéarbes, brissons, cafards, châtemites, cannibales, et autres monstres, difformes et contrefaits en dépit de nature. Histoire brève, deuxième. Et d'autant plus que ça se passe avec Jean Daudin, receveur du Coudray. Or, le Coudray, c'est ici, c'est le long mur là, qui nous enclôt. Et ça se passe au Gué de Vède, là où sont les arbres. De l'autre côté, la Devinière. On est toujours lieu-dit les tombes, la ferme que peut-être vous apercevez juste ici. C'est page 282 du livre. Frère Jean, veux-tu que présentement 1000 charretiers de Dable? Ah! Mollo. Je recommence. Frère Jean, veux-tu que présentement 1000 charretées de diable t'emportent? Fais-moi 3 choses. Vaille-moi ta bourse, car la croix est contraire au charme. Et te adviendrait ce que naguère advint à Jean Daudin, receveur du Coudray au Gué de Vède, quand les gendarmes rompirent les planches. Le Pinard, rencontrant sur la rive frère Adam Couscoy, cordelier observantin de Mirbeau. Alors Mirbeau, je peux juste préciser, en bas là, c'est ce que Rabelais appelle le grand chemin de Loudun. Et Mirbeau, c'est quand même 20 ou 25 kilomètres. Donc il faut s'imaginer que là, c'est désert où nous sommes, ça grouille de piétons, comme parfois on a encore cette sensation en Inde, en Afrique. Tout le monde se balade, tout le monde parle, tout le monde. Il faut bien comprendre ça aussi pour piger cette géographie de Rabelais.
Le Pinard, rencontrant sur la rive frère Adam Couscoil, cordelier, observant un de Mirebeau, lui promit un habit en condition qu'il le passât outre l'eau à la cabre morte sur ses épaules. Comme on porte une chèvre morte. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent, mais payer un habit juste pour traverser la petite rivière minuscule, c'est bien cher. Passons. Car c'était un puissant ribot, le frère Adam Couscoil. Le pacte fut accordé, frère Couscoil se trousse jusqu'aux couilles, Déjà aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est les glissements de registres de vocabulaire. Comment tu assois un pacte avec le lecteur simplement par ces images qui, en tant que telles, sont pas obscènes, mais ce cordelier qui se retrousse, c'est déjà quelque chose. On a déjà ça dans le premier Pantagruel, mais se trousse jusque aux couilles et charge à son dos comme un beau petit Saint-Christophe le dit suppliant Dodin. Ainsi le portait gaiement comme aîné porta son père Anquise lors la conflagration de Troie, chantant un bel Ave Maria Maris Stella. Quand ils furent au plus profond du gué, au-dessus la roue du moulin, il lui demanda s'il n'avait point d'argent sur lui. Dodin répondit qu'il en avait pleine gibecière. Tu parles, l'intendant du château, là. Et qu'il ne se défia de sa promesse faite d'un habit neuf. Ah, toujours là, ces séquences vocaliques, syllabiques de Rabelais. Et qu'il ne se défia de sa promesse faite d'un habit neuf. C'est ça. Ce qui rend incomparable la littérature. Comment, dit frère Couscoil, tu sais bien que par chapitre exprès de notre règle, il nous est rigoureusement défendu de porter argent sur nous. Malheureux es-tu bien, certes, que me a fait pécher en ce point. Pourquoi ne laissas-tu ta bourse au meunier ? Sans faute, tu en seras présentement puni. Et si jamais je te peux tenir en notre chapitre à Mirbeau, tu auras du miséréré jusques à Vitoulos. Soudain se décharge et vous jette Dodin en pleine eau, la tête au fond. Et pium, j'ai perdu ma ligne. Ah, sais-tu exemple, frère Jean, mon ami doux? C'est bon, j'étais à la fin. C'était la deuxième histoire. Toujours le long de cet immense mur qui symbolise, mais depuis des siècles, la propriété seigneuriale, la propriété privée sur cette terre noire juste labourée en vue de Seuilly et la Devinière. Troisième histoire. Cette fois, on est dans le tiers livre. Comment Pantagruel loue le conseil des muets. Et c'est la page 273-274 de mon livre. Vous souviennent de ce qu'advint en Rome 260 ans après la fondation d'Icelle. Un jeune gentilhomme romain, rencontrant au mont Coelion une dame latine nommée Vérone, mute et sourde de nature, lui demanda avec gesticulations italiques, en ignorance d'Icelle surdité, quel sénateur elle avait rencontré par la montée. Elle, non entendant ce qu'il disait, imagina être ce qu'elle pourpensait et ce qu'un jeune homme naturellement demande d'une femme naturellement. A donc par signes qui, en amour, sont incomparablement plus attractifs, efficaces et valables que paroles, le tira à part en sa maison, signe lui fit que le jeu lui plaisait, enfin sans de bouche mot, dire firent beau bruit de culottis. Je vous la refais la phrase. Le tira à part en sa maison, signe lui fit que le jeu lui plaisait, enfin, sans de bouche mot, dire, firent beau bruit de culottis. L'autre, qu'elle ne ferait à nos signes réponse aucune. On est dans le chapitre qui prépare l'arrivée de Nas des Cabres, le muet. Elle, soudain, tomberait en arrière, comme réellement consentante à nos tacites demandes. Comme réellement consentante à nos tacites demandes, ou si signes aucun nous faisaient responsifs à nos propositions, il serait tant folâtre et ridicule que nous-mêmes estimerions leurs pansements être vénéréiques.
Et là voilà l'histoire. Vous savez comment ta croquignole? C'est où, croquignole? Moi, je me rappelle Ribouldingue et croquignole, les pieds nickelés. Bah, vous voyez, les pieds nickelés, c'est là dans Rabelais que vous avez trouvé le mot. Vous savez comment un croquignole, quand la nonain, sœur Fessue, fut par le jeune Briffaut, dame Roidimée, engraissée, et la grossesse connue, appelée par l'abbesse en chapitre et arguée de inceste, elle s'excusait, allégante que ce n'avait été de son consentement. La question du viol. Ce avait été par violence directe et par la force du frère Roidimé, R-O-Y, 2-D-I-M-E-T. L'abbesse, répliquante et disante, méchante, en situation de viol, tu commences toujours par accuser la victime. C'était au dortoir. Pourquoi ne criais-tu à la force? Nous eussions couru à ton aide. Répondit qu'elle ne osait crier au dortoir, pour ce qu'au dortoir, il y a silence sempiternel. Mais, dit l'abbesse méchante que tu es, pourquoi ne faisais-tu signe à tes voisines de chambre? Et je, répondit la Fessue, leur faisais signe du cul tant que je pouvais, et personne ne me secourut. Mais, demanda l'abbesse, méchante, pourquoi, incontinent, ne me le viens-tu dire, ne me le vins-tu dire et l'accuser régulièrement? Ainsi eus-je fait, si le cas me fût advenu, pour démontrer mon innocence, répondit la Fessue, que craignante demeurer en péché et état de damnation de pauvres que ne fût-ce de mort soudaine prévenue, je me confessais à lui avant qu'il départît de la chambre. Le violeur est en situation de pouvoir, c'est le confesseur du couvent. Et il me bâilla en pénitence, non le dire ni déceler à personne. Trop énorme eût été le péché, révéler sa confession, et trop détestable devant Dieu et les anges. Par aventure, eussent été cause que le feu du ciel eût brûlé tout l'abbaye, et toutes fussions tombées en abîme avec Dathan et Abiron. Voilà, un des passages les plus obscènes, si vous voulez, dans notre vocabulaire d'aujourd'hui, de Rabelais. Et est-ce qu'il n'y a pas quand même une complexité là-dedans? Toujours devant le mur du château de Coudray-Montpensier, 4e histoire brève concernant Rabelais paillard, Rabelais obscène. On est dans le quart-livre cette fois, à la fin de Carême prenant, l'anneau de Hans Caruel ou Carvel. Je vais dire Caruel parce qu'il y a un tréma quand même. Or, dit mon ami, prends, dit frère Jean, l'anneau de Hans Caruel, grand lapidaire du roi de Mélinde. Hans Caruel était homme docte, expert, studieux, homme de bien, de bon sens, de bon jugement, débonnaire, charitable, aumônier, philosophe. Bon, mais t'as vu l'accumulation? Homme docte, 1, expert, 2, studieux, 3, homme de bien, 4, de bon sens, 5, de bon jugement, 6, débonnaire, 7, charitable, 8, aumônier, 9, philosophe, 10, joyeuse au reste, bon compagnon et raillard, si on qu'en fut, ventru quelque peu, branlant de tête, c'est pas brillant tant que ça quand même, et aucunement malaisé de sa personne. Sur ses vieux jours, il épousa la fille du bailli Concordat, jeune, belle, frisque, galante, avenante, gracieuse, deuxième accumulation en écho ou comme une fugue, jeune, belle, frisque, galante, avenante, gracieuse, 6, par trop, gracieuse par trop, envers ses voisins et serviteurs. Toujours la petite condamnation d'avance au regard du mal, dont advint en succession de quelques hebdomades qu'il en devint jaloux comme un tigre, et entra en soupçon qu'elle se faisait tabourer les fesses ailleurs, Changement de registre, de vocabulaire.
pour à laquelle chose obviée lui faisait tout plein de beaux contes touchant les désolations advenues par adultère, lui lisait souvent la légende des prudes femmes, la prêchait de publicité, lui fit un livre des louanges de fidélité conjugale, détestant fort et ferme la méchanceté des ribauds de mariés, et lui donna un beau carcan tout couvert, de saphirs orientaux. Ouah, si la ceinture de chasteté devient elle-même de l'orfèvrerie précieuse. Ce nonobstant, il la voyait tant délibérée et de bonne chère avec ses voisins que de plus en plus croissait sa jalousie au gros ventre que la tête qui bagnaudait comme ça. Une nuit, entre les autres, étant avec elle couché en telle passion, songea qu'il parlait au diable et qu'il lui contait ses doléances. Le diable le réconfortait et lui mit un anneau au maître doigt, disant « Je te donne cet 8 anneaux, tant que tu l'auras au doigt, ta femme d'autrui, charnellement connue, sans ton su et consentement. » J'ai oublié le verbe être. « Tandis que l'aura au doigt, ta femme ne sera d'autrui, charnellement connue et sans ton su et ni consentement. » « Grand merci, dit Hans Carwel, monsieur le diable. Je renie Mahon, si jamais on me l'ôte du doigt. » Le diable disparut. Hans Carwel, tout joyeux, s'éveilla, trouva qu'il avait le doigt au commentanon de sa femme. Je oubliais à compter comment sa femme, le sentant, reculait le cul arrière comme disant « Oui, nenni, ce n'est ce qu'il y faut mettre. » Et lors semblait à Hans Carwel qu'on lui voulait dérober son anneau. N'est-ce remède infaillible? Ah, sais-tu exemple fait, si me crois que continuellement tu es l'anneau de ta femme au doigt. Rabelais paillard, Rabelais obscène. On va partir dans la fin du tiers-livre, là, juste où il y a le juge bridois. C'est celui qui joue ses procès au dé, mais surtout qui fait durer tellement les procès que finalement tout se règle par soi-même. Alors, c'est pas une histoire du tout ni obscène ni paillarde. Au contraire, c'est quasi moderne. Et on entendra douleur atroce, des conjonctions de langue comme ça qui pourraient être typiquement aujourd'hui. Simplement, c'est vraiment typiquement aussi une histoire imbriquée. Elle commence là, elle finit là. Page 334-335 de mon livre, là, si vous l'avez. Et simplement, c'est ce statut par lequel je voulais terminer. De comment, pour nourrir, faire rebondir le grand charroi de pages d'un récit, il y a ce statut d'histoire imbriquée qu'on n'a pas inventé, qui viennent là de toute la tradition littéraire, et qui continue d'un auteur à l'autre. Avec là aussi un drôle de jeu comme ça sur les lettres et sur l'alphabet, vous allez voir. Comment Pantagruel raconte une étrange histoire et des perplexités du jugement humain. Comme fut, dit Pantagruel, la controverse débattue devant, est-ce que c'est Caius ou je sais pas quoi, Dolabella, proconsul en Asie. Le cas est tel. Une femme en Smyrne de son premier mari eut un enfant nommé ABC, A-B-E-C-E. Mais c'est aussi ABC contre Poirot, mais là, c'est pas Poirot, il manque. Le mari défunt, après certain temps, elle se remaria. Et de son second mari eut un fils nommé F-G, E-2-F-E-G-E. ABC, F et G. Advint, comme vous savez que rare est l'affection des pérâtres, vitrices, noverses et mérâtres. Vous voyez là, 4 mots dont on n'a gardé aucun, quel dommage. Envers les enfants des défunts premiers, pères et mères, que cette lui mari et fils occultement, en trahison, de guet-apens, tuèrent ABC. La femme, entendant la trahison et méchanceté, ne voulut le forfait demeurer impunie et les fit mourir tous les deux.
vengeant la mort de son fils premier. Elle fut par la justice appréhendée et menée devant Caius ou autre Dolabella. En sa présence, elle confessa le cas sans rien dissimuler, seulement alléguait que de droit et par raison, elle les avait oxy. C'était l'état du procès. Il trouva l'affaire tant ambiguë qu'il ne savait en quel parti incliner. Le crime de la femme était grand, laquelle avait oxy ses maris second et enfants. Mais la cause du meurtre lui semblait tant naturelle et comme fondée en droit des peuples, vu qu'il avait tué son fils premier, eux ensemble, en trahison, de guet-apens, non par lui outragé ni injurié, seulement par avarice de occuper le total héritage. Que pour la décision, il envoya aux aéroplanes. Oh, tout, je me guérirai jamais. Ils n'y sont pas allés en avion, enfin. Que pour la décision, il envoya aux Aréopagites en Athènes, entendre quel serait sur ce leur avis et jugement. Les Aréopagites firent réponse que 100 ans après, le temps a passé, personnellement, on leur envoya les parties contendantes afin de répondre au procès-verbal contenu. C'est-à-dire que tant grande leur semblait la perplexité et obscurité de la matière qu'ils ne savaient qu'en dire ni juger. Qui eût décidé le cas au sort des dés? Tchou, un coup de dés. Jamais n'abolira le hasard. Il n'eût erré, advint ce que pourrait. Si contre la femme elle méritait punition, vu qu'elle avait fait vengeance de soi, laquelle appartenait à la justice. Si pour la femme, elle semblait avoir eu cause de douleurs atroces. Mais en bridois, la continuation de tant d'années me étonne. Voilà, c'était 5 histoires brèves, histoires imbriquées de Rabelais, et comme par hasard, qui sont ces petits vecteurs, comme des petites granules à l'intérieur du texte, où surgit une connivence avec le lecteur lisant et les lecteurs écoutants, sur le fait de la paillardise, vous voyez, avec ces questions de viol et de domination, qui finalement n'est pas si simple.